Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast d'où on ne revient jamais. Salut, moi c'est Anaïs et la contrition, c'est ma spécialité. Salut, moi c'est Marie et la première moitié de ce film est parfaite. Et la deuxième moitié du coup est pourrie ? On verra. Aujourd'hui, on vous parle de Atonement, Reviens-moi. Ou contrition. Ou contrition, oui voilà. Ça aurait été mieux quand même, contrition. Ou repentance. Sexy. Voilà, exactement. Reviens-moi, c'est un peu naze comme titre quand même. Mais c'est un film de Joe Wright, à qui on doit aussi Orgueil et Préjugés, qu'on a déjà vu, qui est sorti en 2008 en France, en janvier 2008 en France, mais en 2007 dans les pays anglophones. Qu'est-ce que tu sais de Reviens-moi ? Je sais qu'il y a James McAvoy. James McAvoy. Et Keira Knightley ? Oui. Je sais que Keira Knightley porte une robe verte qui est devenue emblématique. Tout à fait. Et il me semble que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la Première. C'est pendant une guerre mondiale. Mais je pense que c'est la Deuxième. Et donc j'imagine que il part à la guerre. C'est tout ce que tu sais ? Oui. Est-ce que tu as des a priori sur le film ? J'ai des a priori plutôt positifs. Je suis impatiente de le voir parce que, justement, j'ai lu pas mal de trucs sur la robe verte. Ça m'a donné envie de le voir parce qu'il y a plein de gens qui en parlent et j'aime beaucoup James McAvoy. Je le trouve extrêmement charmant, donc n'importe quel film dans lequel il joue un lead romantique m'intéresse. J'ai beaucoup aimé Orgueil et Préjugés, donc j'imagine que celui-là peut me plaire aussi. Et après, je sais juste ce que tu en as dit et que tu as redit là, qui est qu'il y a un peu deux parties dans ce film, qu'il y en a une qui est très romantique et visiblement l'autre l'est moins. Donc si c'est parce que c'est très triste, ça me dérange pas, parce que j'aime la tristesse. On a déjà parlé d'autres films romantiques où j'étais là, ah ouais, j'ai pas envie de voir ça parce que je sais qu'il y a une histoire triste dedans, et moi au contraire, c'est genre tout de suite, ça fait ting ding ding dans ma tête et je me dis trop bien, ça va être déprimant, je vais adorer. Honnêtement, je suis assez impatiente, mais j'ai pas d'a priori négatif. Enfin, contrairement à d'autres films de la liste qui ont peut-être pu être qualifiés de cucu, par exemple, par la critique ou autre, celui-là, c'est pas trop une impression que j'ai eue en lisant des choses dessus. C'est quoi ton rapport avec le film ? Je l'avais vu au cinéma au moment de sa sortie et je l'ai revu assez régulièrement depuis. Je revois souvent la première partie. Moins souvent le film en entier. Tu verras pourquoi. J'avais pas pensé le mettre à la base dans la liste, mais au final, vu que t'as aimé Orgueil et Préjugés, c'est vrai que pour moi, justement, c'est un sommet de films romantiques par moment dans le film. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de le voir, surtout que tu l'as pas vu et que c'est quand même un film que beaucoup de gens adorent. Et James McAvoy est parfait dedans. J'ai hâte. Vraiment, voir James McAvoy faire acte de contrition, c'est... Tu penses que c'est lui qui fait acte de contrition ? Ce sera moins drôle si c'est elle. Et tu crois qu'il fait acte de contrition, pourquoi ? Je pense qu'il y a un malentendu d'un côté ou de l'autre qui va faire que peut-être quelqu'un va mourir à cause de ce malentendu. Et donc ensuite, il va y avoir une repentance nécessaire. Et si c'est en s'autoflagellant, par exemple, ça peut être sexy. En fait, j'aime l'intensité. Point. Et donc, un truc qui s'appelle Atonement me fait tout de suite penser que ce film va être intense. James McAvoy est aussi un acteur assez intense, et donc je veux le voir être intense. Mais si c'est lui qui meurt à la moitié du film et qu'après on voit juste Keira Knightley être triste, ça va sans doute moins m'intéresser. Est-ce que tu penses que je vais aimer ? Je sais pas. Honnêtement, je pense qu'il y a des choses qui vont te plaire dedans, comme pour Orgueil et Préjugés. Je pense que tu vas être un peu surprise par certaines choses. Mais jamais être surprise. Mais je pense quand même que ça va te plaire. On va te montrer l'affiche que tu connais peut-être déjà. Oui, je l'ai déjà vue. Je m'en souviens plus, mais j'ai déjà vu. Et tu vas nous dire ce que tu comprends du film et ce que tu apprends aussi de cette affiche. Alors... Décris-la déjà. L'affiche est séparée en deux. En haut, il y a Keira Knightley qui a un air très pensif et sombre. Et en bas, il y a James McAvoy qui a un air très pensif et sombre. Et lui, en plus, il a de la terre sur le visage. Donc ça, tout de suite, c'est un plus. J'aime les gens terreux, les hommes terreux. Et au milieu, donc, il y a un bandeau avec une femme qui marche. Je ne sais pas si c'est Keira Knightley, mais du coup, c'est peut-être une fille qui va mourir à cause de l'un de ses personnages. Et en face, il y a des soldats. Donc, clairement, c'est pendant la guerre. D'après le roman Expiation. Ça, tout de suite, ça donne envie, quoi. De Ian McEwan. C'est censé évoquer quelque chose... c'est un des plus grands écrivains britanniques contemporains. D'accord, juste ça. Ça me donne envie. Enfin, personnellement, j'aime les drames historiques avec James McAvoy. Super. Eh ben, on va aller le voir. Yes.
Can I tell you something? Something really terrible. Bryony read it. It was a mistake. It was never meant to be read. No. What's a silly thing to do? I don't know. It's been there for weeks. You do know what I'm talking about, don't you? You knew before I did. Why are you crying? Celia! You ought to call the police. You saw him. Yes, I saw him. I know it was him. You know it was him? Or you saw him? Yes, I saw him. I saw him with my own eyes. I would believe everything Bryony tells you. I love you. Come back. Come back to me. Anaïs, ça y est, tu as vu Reviens-moi, Atonement. Je suis revenue de Reviens-moi. Come back to me. C'est le deuxième film de Joe Wright que tu vois, après Orgueil et préjugés, que tu avais déjà beaucoup aimé. Et je crois que tu as aussi beaucoup aimé Atonement. Oui, j'ai beaucoup aimé. Je suis en train de devenir une Joe Wright stan. Bon, bah, Sous vos quand yeux. tu verras ses autres films, ça va vite changer. Mais non, mais en plus, ce qui est fou, c'est que j'ai vu beaucoup de ses films. J'ai juste pas vu tous ceux qui concernent des histoires d'amour. T'as vu celui de Darkest Hour ou des trucs comme Ouais, ça? c'est ça, j'ai vu ça. J'ai vu Anna, que j'avais beaucoup aimé avec Saoirse Ronan aussi. J'ai vu Le Soliste, j'ai vu La femme à la fenêtre. Donc, c'est vraiment tous les trucs où il y a des histoires d'amour que j'ai évité soigneusement. Eh ben, Alors qu'en fait, c'est ses meilleurs. Donc, bah oui. On va t'entendre. Tu as pris beaucoup de plaisir, je crois, à regarder ce film. Est-ce que ça va bien se finir? D'après toi? Non. Mais oui, ça va très bien se finir. Non, il y a une fin heureuse. C'est trop triste. C'est très bien. Robbie! Robinou! Reviens-moi! J'étais très investie. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le film? On en a déjà un petit peu parlé, mais j'adore les histoires d'amour impossible et les histoires de déchirement. Les histoires qui finissent mal. Et donc là, j'étais très contente parce que... C'est la totale. Ouais, c'est ça. C'est tragique et j'aime vraiment beaucoup les histoires tragiques. On va passer au résumé en 30 secondes. Anaïs, c'est à toi. Reviens-moi, c'est l'histoire de Keira Knightley et James McAvoy qui sont amoureux dans les années 30, mais qui sont injustement séparés parce que Saoirse Ronan accuse à tort James McAvoy d'être un pervers sexuel. Accusator? Ah, accuse à tort. Je pensais Ouais. accusator comme Terminator. Je pensais que tu lui avais trouvé un petit surnom. Mais oui, Saoirse accusator Ronan accuse James McAvoy à tort d'être un pervers sexuel. Et après, elle essaye de se repentir, mais elle mérite pas qu'on lui pardonne. Et c'est hyper injuste. Et elle meurt hyper vieille, alors que eux deux, ils sont morts jeunes. Et tout est de sa faute. Et je lui pardonnerai jamais. Bravo. Donc la contrition de Bryony, puisque c'est son prénom dans le film, ne fonctionne pas pour toi. Pas du tout. D'accord. Faut qu'elle paye. Encore et encore. On va en reparler. Donc le film est vraiment divisé en deux parties. C'est vrai que moi, je regarde le plus souvent la première partie. Les premières 50 minutes qui sont centrées sur un lieu, qui est la propriété des Tallis. Donc c'est la famille de Cecilia et Bryony, qui sont sœurs. Cecilia, elle est jouée par Keira Knightley. Et ça se situe aussi sur une seule journée, lors de laquelle tout va basculer, une journée de canicule pendant un été anglais en 1929, je crois, ou 1928. Donc il fait 23 degrés. Voilà, à l'époque, c'était très très chaud. Et ensuite, on passe à une deuxième partie après justement l'accusation à tort de Bryony envers Robbie. Et toute la deuxième partie, en fait, c'est sur les conséquences de cette journée, sur des années, sur les trois personnages principaux, donc sur Bryony, Cecilia et Robbie. T'as pensé quoi de ce découpage et est-ce qu'il y a une partie que t'as préférée? Alors, est-ce qu'il y a une partie que j'ai préférée? Pas forcément, il y a juste une partie que j'ai pas aimée. C'est celle où Saoirse Ronan ramasse un bout de crâne de Jérémy Régnier. J'aurais pu me passer de cette partie. D'ailleurs, c'est pas Saoirse Ronan, mais c'est son personnage, c'est accusateur. C'est Romo Lagaray. À ce Voilà. moment-là, oui. Accusateur adulte. Oui, non, je trouve que c'est un très bon découpage. Je pense qu'il y a pas mal de films romantiques, au final, qui ont la même structure. C'est-à-dire qu'on a la première partie qui est extrêmement romantique et la deuxième partie où on est en attente, en fait, d'une retrouvaille romantique, où on espère une fin heureuse qui va pas forcément venir. C'est pareil dans La La Land, Les Parapluies de Cherbourg.
C'est un grand classique et donc j'aime bien ça quand c'est bien fait et quand la partie romantique est suffisamment romantique pour que toute la deuxième partie puisse tenir. Et c'est ce qui m'avait un peu plus déplu dans Le Patient anglais, où j'avais l'impression que la partie romantique était au final beaucoup trop brève dans le film et qu'après on passait beaucoup trop de temps. Sur la partie où il est mourant et Voilà, brûlé. c'est ça, où il est brûlé et il ressemble à un vieux chewing-gum et où Willem Dafoe n'a plus de pouce. C'était compliqué. Alors que là, effectivement, la première partie est très forte et donc on peut tenir avec le souvenir de la première partie pendant toute la deuxième. Alors moi, je l'ai dit, je regarde le plus souvent la première partie. Et parfois, je ne revois même pas la seconde. C'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est assez douloureux, en fait, tout le côté l'accusation à tort et ce qui va après. Mais c'est aussi parce que je pense, et ça a été pas mal dit dans les critiques du film, qui ont été très positives dans leur ensemble, mais celles qui l'étaient moins, et même celles qui étaient très positives, avaient un petit bémol sur la deuxième partie qu'ils trouvaient moins tenue et moins précise et excellente que la première. Et c'est vrai que je pense que ça doit beaucoup à l'unité de lieu et d'action, qui fait qu'il y a vraiment une atmosphère et c'est très bien construit en fait. Et même le montage sur, on va en parler, la perception, la réalité et tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Alors qu'après, pour moi, ça se perd un petit peu parfois, même si je trouve que la fin est très efficace, quoi. Mais c'est vrai que cette première partie, pour moi, c'est une perfection de romantisme. Et ce qui vient après est tragique, mais parfois un petit peu long et m'émeut un peu moins, sauf la toute fin, quoi. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je pense que c'est toujours risqué d'avoir beaucoup de temporalités différentes dans un film comme ça. Et c'était aussi le problème du Patient anglais. Et là, moi, quand on arrive au temps présent avec Vanessa Redgrave qui joue la vieille Briony, en plus, comme ce personnage m'intéressait pas particulièrement, je trouvais que ça faisait beaucoup d'actrices différentes pour jouer le même personnage et beaucoup de bons dans le temps. Et c'est vrai qu'avec le montage de la première partie, qui est beaucoup plus rythmé, forcément, parce qu'en fait, on a, comme tu dis, c'est très concentré en termes de temps, mais on voit les différentes perceptions d'une même action à plusieurs reprises. Et donc, en fait, on va tellement loin dans les détails, en fait, de chaque geste et ce qui pourrait signifier que forcément, on est un petit peu captivé par ça, alors qu'après, on est dans une narration beaucoup plus classique et un film de guerre aussi plus classique. Ouais, justement, la première partie, elle est vraiment construite, comme tu le dis, sur la perception versus la réalité. La première fois où ça arrive, ce jeu de montage où en fait on a Briony, donc qui est une petite fille très pleine d'imagination, qui observe une scène de loin qui est autour d'une fontaine. Et en fait, cette scène, il y a un jeu où elle va refermer la fenêtre et à ce moment-là, on repart en arrière et on va voir la scène d'une autre perspective. Mais c'est vrai qu'au tout début de ce changement, tu as eu un petit doute sur comment était construit ce film, on va t'entendre. Parce qu'en fait, on voit Keira Knightley qui saute dans la fontaine du point de vue de Briony et qui ensuite s'échappe. Et dans la scène d'après, Keira Knightley a les cheveux secs. Et donc, moi, étant une personne douée de logique, je me suis interrogée. Mais pourquoi maintenant elle est sèche ? Est-ce que Saoirse Ronan voit le futur ? Est-ce que c'est un film sur le voyage dans le temps ? Non. C'est très drôle. Toute cette partie, on l'a dit, il y a une unité d'action et il y a une atmosphère qui est justement très ensoleillée, très champêtre, tu l'as dit pendant l'enregistrement. Et par exemple, il y a un code couleur autour de ces scènes. Il y a beaucoup de vert et on va en reparler quand on parlera de la robe. Mais c'est vraiment très marqué par une lumière vraiment très très présente et un côté, oui, très pastoral anglais, quoi. Oui, et c'est très idyllique, ce qui fonctionne très bien justement quand on arrive dans la deuxième partie qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus grise avec des tons plus tristes en fait. Là, on est dans quasiment le fantasme de ce qu'ils ont ce jour-là qu'ils auront plus jamais et donc ça marche très très bien et c'est un vrai émerveillement des sens. Enfin, juste quand on est spectateur, les costumes sont magnifiques. Les décors sont très beaux. C'est aussi quelque chose que j'avais vraiment apprécié dans Orgueil et Préjugés, les décors. Et pour le coup, ouais, je trouve que Joe Wright est très bon pour faire des films d'époque qui soient somptueux. Et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais en fait avant de voir ces films-là. Donc ouais, c'est hyper plaisant à regarder et ça contribue à ce que je disais plus tôt sur le fait que ce moment-là est tellement puissant en romantisme et en beauté que c'est d'autant plus déchirant de voir la deuxième partie après.
Donc on va parler du couple central, du duo romantique au cœur du récit. On a d'abord Keira Knightley, qui joue Cecilia Tallis, qui est une jeune fille de famille, aristocrate même, je pense, et qui étudie à Cambridge, qui est très belle et pleine d'assurance et avec pas mal aussi de préjugés sociaux. T'as pensé quoi de ce personnage? Elle est sympa. Je pense qu'après avoir vu des héroïnes comme Jane Eyre ou Elizabeth Bennet, ça pêche un peu. C'est un jeu de mots avec La Fontaine, mais parce qu'elle est quand même moins développée. Enfin, en fait, j'ai assez peu d'opinions sur son personnage. Par contre, ce qui m'a vraiment frappée, c'est Keira Knightley. C'est-à-dire qu'on a déjà parlé du fait que je pouvais avoir un peu une réaction épidermique avec cette actrice. Je ne l'ai jamais vue aussi belle que dans ce film. C'est vraiment incroyable. Elle est sublimée, en fait, par les costumes et par le maquillage. Enfin, juste, elle est sublime à regarder, quoi. Je pense déjà, comme c'est un personnage aristocratique anglais des années 20-30, ça correspond esthétiquement totalement à cette actrice. C'est-à-dire qu'elle a un physique très aristocratique anglais. Les tenues des années 20 et 30 lui vont mais magnifiquement bien, les coiffures aussi. Et elle n'est pas très développée, mais on sent quand même des choses. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une prétention un peu sociale où elle est assez méprisante avec, par exemple, certains serviteurs ou des choses comme ça. Joe Wright en avait parlé parce que c'est un personnage qui n'est pas forcément très sympathique dans le livre, pas toujours en tout cas, et on le sent un petit peu, je trouve, dans les premières scènes où elle est un peu expéditive. Elle est froide, ouais. Ouais, et la façon dont elle traite Robbie, alors c'est pour cacher aussi le fait qu'elle a développé des sentiments et une attirance pour lui, mais elle a un côté un peu méprisant. Et Joe Wright, qui avait déjà travaillé avec Keira Knightley donc sur Orgueil et Préjugés, pensait que ce serait une très bonne actrice pour ça, parce qu'il pense qu'elle a un facteur sympathie qui permet justement de rendre le personnage un peu plus acceptable dès le début. Et puis tu sens en fait qu'il y a quelque chose qui la travaille et que c'est peut-être pour ça qu'elle se comporte comme ça parfois. J'aime bien le côté mystérieux et taciturne qu'on va plus retrouver chez des personnages masculins d'habitude. Elle a vraiment ça, alors que lui, il apparaît tout de suite comme plus souriant et affable. Alors qu'elle, c'est vrai qu'elle est un petit peu froide et hautaine. Donc ça me plaît. Et quand on la compare au personnage de Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, c'est vrai que c'est flatteur pour Keira Knightley d'avoir deux rôles qui soient aussi différents en termes de charme. Et voilà, elle a le côté un peu effervescent dans Orgueil et Préjugés qu'elle n'a pas du tout ici. Et ça prouve que elle est quand même plutôt talentueuse. Bah oui, sur des rôles comme ça, vraiment. Sur d'autres, un peu moins. On reparlera pas du film de Cronenberg sur la psychanalyse. Hein. Mais donc, pauvre. Non, mais ce film, c'est vraiment. C'est le menton de la discorde. C'est ça. L'autre personnage principal dans ce duo romantique, c'est donc Robbie Turner, qui est joué par James McAvoy, qui est, moi je le trouve, mais Macavoum voum. C'est ça. Et moi je le trouve absolument magnifique. Son personnage, c'est le fils d'une serviteuse de la grande maison. Son père s'est enfui quand il était très jeune, donc sa mère l'a élevé toute seule. Et le père de Cecilia l'a pris sous son aile et lui paye ses études à Cambridge, parce qu'on comprend très vite que c'est quelqu'un de très intelligent. Il veut faire des études de médecine après Cambridge. Et il est camarade de classe à Cambridge avec Cecilia, mais ils ne se parlent plus. Elle veut pas l'inclure dans son cercle d'amis. Et lui, en fait, il a vraiment ce côté un peu working class. Et il est vachement renvoyé à ça dans cette première partie. Et d'ailleurs, même l'accusation à tort est liée à ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un discours sur les tensions de classe. Les Anglais adorent ça, en général, jusqu'à aujourd'hui. Mais à cette époque, c'est encore plus prégnant, quoi. T'as pensé quoi de lui ? Un peu comme Cecilia, j'ai pas développé de sentiments extrêmement forts envers le personnage. Quand je pense même au truc avec Sandra Bullock et Bill Pullman, c'est des personnages vraiment qui m'ont parlé, alors que là, c'est l'acteur et l'actrice qui m'ont parlé, parce qu'ils sont tous les deux très beaux, qu'ils ont une alchimie assez incroyable, et que oui, James McAvoy est très, très attirant dans ce film, mais il est choupi. Il est vraiment magnifique dans ce film, en fait. Tu commandes pas trop dessus, donc je comprends pas, mais enfin moi je suis en émerveillement devant lui dans ce film, quoi. Bah je vois ça. Non mais après il est un peu jeune je trouve, mais... Ah mais il est tellement beau, il est bien filmé, quoi. C'est beau. C'est là où tu le trouves le plus beau ? Ouais. J'ai dit moi je les aime un peu sales, avec un peu de terre sur le visage. On avait fait...
un peu brisée par la vie, en fait. C'est ça. Mais c'est marrant, il y avait eu tout un post BuzzFeed sur les hommes couverts de terre et le fait que ça... Viggo Mortensen, dans Le Seigneur des Anneaux, dès qu'il se nettoie à la fin, c'est plus le même homme. Le deuxième extrait, c'est sur la deuxième partie, donc c'est quand il est soldat et qui, comme tu dis, qu'il a été brisé par la vie. Alors qu'au début, c'est vrai qu'il est extrêmement charmant, mais il est très propre. Il est très propre. Et ça, Anaïs, elle aime pas. C'est ça. Et il fait encore un peu jeune, il n'est pas encore en âge d'être père, donc forcément, pour moi, c'est rédhibitoire. Voire grand-père. Mais il est magnifique et c'est un acteur qu'on trouve toutes les deux très, très beau. Mais c'est vrai qu'au début, je te voyais en extase sur le canapé et moi, il m'a fallu un petit peu de temps pour être vraiment à fond. En fait, la caméra, la façon dont, justement, le jeu de lumière dans toute la première partie, James McAvoy, c'est un acteur qui est très diaphane. Enfin, c'est un Écossais, donc ses ancêtres n'ont pas vu la lumière du soleil pendant genre des centaines d'années. Et je trouve que justement la photographie du film flatte vraiment cet aspect de son physique qui pourrait, dans d'autres cadres, être rédhibitoire, alors que là, ça le rend... Il y a une pureté un peu dans la façon dont il est filmé, où il est absolument splendide, quoi. Il y a des scènes où il est en train de prendre un bain ou des choses comme ça, où c'est entrecoupé d'images de Cecilia et tout ça. Les deux sont vraiment très, très beaux. Tu comprends qu'ils veuillent vraiment ken ensemble. Ouais, alors que moi, justement, je trouve que dans cette première partie qui est très ensoleillée, ça me fait penser à Edward dans Twilight quand il brille, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu trop, alors que je pense que la grisaille lui va beaucoup mieux au teint. Comme le film s'appelle Expiation en anglais, Atonement, et d'ailleurs le titre du livre en français c'est Expiation et c'est pas Reviens-moi, tu étais très focalisée sur cette expiation et qui allait expier. Ouais. Et donc tu avais pas mal de théories sur le sujet, c'était assez marrant. Du coup, il est déjà en train de se repentir. C'est pour ça la contrition, c'est parce qu'il a cassé le vase. C'est ça, c'est tout le propos du film. Mais je sais pas, il faut qu'il y ait un drame à un moment. T'inquiète, tu vas bien. Et il faut qu'il se repentisse. Elle va mourir. Quoi ? Qui va mourir ? La petite. Et du coup, après, ils vont devoir se repentir. Il y a un autre personnage qui, au final, est le personnage central du film, puisque c'est elle qu'on suit sur des dizaines et des dizaines d'années, et c'est Anaïs, c'est tellement blasé. C'est Bryony, qui est la petite sœur de Cecilia, qui a 12-13 ans au moment des faits, qui est jouée par Saoirse Ronan. C'est un de ses premiers grands rôles. Au moment du casting, ils ont tout de suite été subjugués un peu par elle, parce qu'elle avait un accent anglais parfait des années 20, alors qu'au final, quand elle est arrivée, c'était sur sa cassette vidéo qu'elle avait cet accent. Et quand elle est arrivée pour le casting, ils se sont rendus compte que c'était une petite Irlandaise qui avait un accent irlandais assez fort. Et ils ont tout de suite compris qu'ils avaient un énorme talent. D'ailleurs, elle a été nommée pour l'Oscar du meilleur second rôle pour ce rôle. Et ça a été un peu sa révélation. Et depuis, Saoirse Ronan, elle a fait Lady Bird, elle a fait Little Women. Donc, oui, je pense que moi, je l'ai découverte dans Anna, qui était le film suivant, je crois, de Joe Wright. Et je pense que beaucoup de gens l'ont découverte après ça, avec Grand Budapest Hotel, où elle jouait la fille avec la tache... la tache de vin, mais... je pense que beaucoup de gens, en vrai, l'ont découverte dans Atonement. Parce qu'ils pour les gens qui ne l'avaient pas encore vu expier. Mais c'est vrai qu'en plus, elle est un peu méconnaissable dans ce rôle. Franchement, j'adore Saoirse Ronan, mais vraiment, je l'adore. Et c'est un peu difficile entre elle et moi depuis que j'ai vu ce film. Genre, je l'ai tellement détestée dans ce film qu'il va me falloir quelques semaines pour redescendre à quel point je lui en veux, quoi. Bah justement, en fait, elle est centrale à cette idée de différence entre la perception et la réalité, parce que c'est une petite fille qui a beaucoup d'imagination, qui écrit des histoires. C'est assez central parce qu'elle va devenir même écrivaine à la fin. Et qui, du coup, voit le monde sous un prisme très romantique de chevalier qui va sauver la princesse ou de choses comme ça, et un peu exagéré. Et en fait, elle observe certaines scènes entre Robbie et sa sœur sans comprendre ce qui se passe vraiment et en les interprétant avec son imagination très féconde, justement. Mais c'est vrai que c'est elle qui va finir par l'accuser à tort. Et tu l'as prise en grippe, ce qui est assez compréhensible, mais on va l'entendre, tu étais assez remontée. Mais quelle petite conne celle-là en plus. Donc toi, tu penses que c'est qui va devoir se repentir ? Bah depuis le début, je pense que ça va être le bec parce qu'il part à la guerre, mais peut-être que c'est Cecilia, peut-être que c'est la petite qui va devoir se repentir. Parce que pour l'instant, elle me saoule, donc j'aimerais bien qu'elle se repentisse un peu. Elle fout la merde. Oh là là, quelle connasse.
On n'était pas fan de ce personnage. Hein. Non, et je trouve que c'est un peu dommage parce que le film, comme tu le dis, tient énormément sur son personnage à elle et le fait qu'une erreur d'interprétation quand elle était enfant, mélangée aux sentiments un peu qu'elle avait de crush pour Robbie, ont pu ruiner la vie de James McAvoy. Et de sa sœur aussi. Hein. Voilà, et en fait, j'aurais aimé avoir plus de sympathie pour ce personnage-là pour que justement je me sente un petit peu plus déchirée dans mon allégeance et que je comprenne un petit peu les deux points de vue, etc. Alors que là, elle m'était tellement antipathique très rapidement. C'est sa coupe de cheveux, moi. J'allais dire, en grande partie à cause de sa coupe de cheveux, que du coup, c'était très facile de la vilifier immédiatement. Et je trouve que c'est dommage parce que ça m'a enlevé un truc de complexité supplémentaire dans le film. Mais je pense que c'était pas forcément voulu comme ça et c'est juste moi qui est bloquée sur... Je comprends l'antipathie totale qu'elle peut provoquer, surtout au premier visionnage, quand c'est vraiment choquant, quoi. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette première partie, c'est la façon, et je pense que c'est un des plus gros succès de ce film, et c'est pour ça que c'est devenu un tel film culte de ces dernières années au niveau du romantisme, c'est la façon dont on filme le désir. C'est vraiment très présent. On sent, en fait, entre Cecilia et Robbie qu'il y a beaucoup de non-dits et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et de monter. Et c'est à travers des petits détails. Alors, il y a toujours la focalisation. Joe Wright adore filmer les mains. Hein. C'est comme dans Orgueil et Préjugés, c'est son grand truc. Quand on le sait, ça devient un peu gimmicky et un peu lassant. Mais je trouve que vraiment, le film montre vraiment bien la montée du désir. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que ça rejoint un peu ce que je disais sur les acteurs, c'est-à-dire que ce qu'il est capable de recréer chez le spectateur, le désir qui se produit aussi à l'écran. C'est-à-dire qu'ils sont tellement beaux tous les deux et tellement sublimés et éclairés par cette lumière estivale dans un cadre idyllique. C'est un peu comme Call Me By Your Name, en fait, ce cadre très champêtre qui détend automatiquement le spectateur et qui fait que, effectivement, ça fait penser aux romances d'été et au désir qui est beaucoup plus suscité quand on voit les gens qui sont un peu dénudés, en train de se baigner, tout ça. Donc ça, oui, je trouve que c'est très bien fait. Il y a beaucoup de silence, de regards un petit peu en biais. Donc oui, je trouve que ça marche très bien. C'est marrant ce que tu dis, enfin sur le côté romance d'été, parce que moi, un des trucs que j'adore dans ce film, en fait, c'est comme ça se situe que sur une journée, la première partie. Ce qui est sous-entendu à plusieurs reprises, c'est en fait toute l'histoire qu'ils ont derrière. Et c'est ce que tu disais sur le fait que toi, t'imaginais qu'ils avaient couché ensemble à Cambridge. On comprend que c'est pas le cas, mais tu comprends aussi qu'ils se connaissent, ils ont le même âge, ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont toujours eu une différence de classe qui les séparait, mais on comprend quand même qu'ils étaient très proches pendant un moment et qu'ensuite... elle l'a exclu de son cercle à Cambridge et qu'ils se parlent plus vraiment, mais tu comprends qu'il y a toute cette histoire derrière et peut-être des années de crush derrière. Moi, c'est ce que j'aime imaginer. Et je trouve que le film fait quelques allusions à ça quand même et que ça fonctionne bien. On va rentrer dans le détail de plusieurs scènes de la première partie qui sont fondatrices et qui vont tout changer. Il y a d'abord la scène de la fontaine. C'est la première scène où on comprend qu'il y a vraiment des tensions entre Robbie et Cecilia. C'est évoqué un peu plus tôt, mais là, on le voit de façon très évidente. Des tensions et une tension sexuelle. Elle est d'abord observée, cette scène, du point de vue de Bryony, on l'a dit, depuis sa fenêtre. Et ce qui se passe, c'est que Robbie casse un vase de la maison et il y a un petit morceau de vase qui tombe dans la fontaine et Cecilia est très énervée, un peu trop, vu que c'est juste un vase, et décide de plonger dans une fontaine qui est très très profonde pour ramasser ce morceau. Elle est en nuisette un peu et elle est toute mouillée, donc on voit tout. Et lui, il la regarde avec un regard déchirant de désir, quoi. On sent qu'il la veut, mais vraiment. Et après, on voit ses mains qui se crispent sur le morceau de vase. Nous, au début, on voit que la perspective de Bryony. Donc, au loin, on comprend qu'il y a une tension, qu'il se passe un truc un peu dramatique, mais on comprend pas exactement pourquoi elle a plongé dans la fontaine ou quoi que ce soit. Et c'est pour se mettre du point de vue de la petite fille aussi qui va imaginer des choses. Et d'ailleurs, toi, tu t'es tout de suite mise dans ce point de vue aussi en regardant cette scène. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses quoi de la scène de la fontaine? Comme tu l'as dit, je me suis dit, cette fontaine est très profonde. Il n'y avait peut-être pas besoin de plonger, de faire le crawl dans la fontaine. Mais oui, non, enfin, je retiens l'image de Keira Knightley qui est trempée. Tu comprends pas pourquoi elle a enlevé ses vêtements, puisque de toute façon... Parce que je pense qu'elle a très envie d'enlever ses vêtements. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, non, ça marche très bien. Et ensuite, ça va être le moment clé et ce qui va un peu tout changer, c'est la lettre. Est-ce que tu veux expliquer un peu ce qui se passe avec la lettre?
Alors, Robbie est en pleine contrition, pour rester sur la thématique du film, parce qu'il a cassé le vase et il se sent très mal. Et comme il y a une tension entre lui et Cecilia, il décide de lui écrire une lettre pour s'excuser et lui faire comprendre ses sentiments les plus profonds, aussi profonds que La Fontaine. Et il prend sa petite machine à écrire et il commence à taper des choses. Et en fait, il commence à rigoler tout seul et à lui écrire qu'il veut lui embrasser le minou. Mais de manière plus crue. Il utilise un mot c'est le mot le plus tabou en anglais comme insulte, surtout sexuelle, c'est cunt, C-U-N-T, qui se traduit en français par con, mais qui dans les pays anglo-saxons est extrêmement vulgaire, surtout j'imagine pour cette époque. Ça veut dire charisma, uniqueness, nerve and talent. Pour les fans de Drag Race. Mais oui, il commence à écrire ça un peu pour, je pense, exorciser ses désirs les plus profonds. On va entendre ta réaction à l'utilisation de ce mot. Waouh. Ok. T'aimes bien ça? Bah oui. Bah oui. Donc, le problème, c'est que cette lettre n'était pas censée être distribuée à un public, encore moins à un jeune public. Et en fait, il écrit une autre lettre qui est beaucoup plus classique et ennuyeuse sur le fait qu'il l'aime beaucoup, blablabla. Et en fait, il se trompe de lettre. Il décide de donner sa lettre d'excuse et de déclaration à Cecilia en la donnant à Briony qui va lui faire passer le message. Sauf qu'à l'intérieur de l'enveloppe, il a glissé la lettre qui contient le mot « minou ». Alors, le petit problème, c'est qu'à ce moment-là, tu n'avais pas forcément compris qu'il n'avait pas l'intention de mettre la lettre avec le mot « minou » dans l'enveloppe. Voilà, pour moi, je me disais, il a l'air tellement fier de sa prose quand il l'écrit que très clairement, il se dit « Allez, je suis un gueudin, on se connaît de la fac, tout ça, elle va bien aimer mon sens de l'humour, je vais lui envoyer cette petite lettre ». Et c'est là que j'ai prédit que Briony allait foutre la merde. Pas de la bonne manière. J'ai pas fait exactement la bonne prédiction, mais je me suis dit clairement, cette lettre très graphique va tomber sous les yeux d'un enfant et ça va créer un problème. L'élément qui t'avait échappé, c'est qu'en fait, il n'avait pas l'intention de donner cette lettre-là. Pourquoi je comprends rien, moi? Non mais... On peut remettre la scène? Ouais, Pour moi, en fait, il avait écrit ça, il a rigolé un peu en disant « je vais lui envoyer » et après, il l'a enveloppé dans une autre lettre. Le problème, Anaïs, c'est que parfois, je pense que tu... C'est que t'es conne. C'est que tu resitues pas forcément les trucs dans leur époque. J'ai l'impression que tu te doutes bien qu'il va pas faire ça, quand même. Mais j'en sais rien, je vivais pas dans les années 30, moi. Je suis sûre qu'il y avait des gens qui s'écrivaient « je veux baiser ta chatte » dans les années 30. Bah oui, je suis désolée, mais je maintiens. Je suis sûre, il doit y avoir des correspondances qui existent. Camus, il disait pas « je veux baiser ta chatte », ça meuf. À Maria Cazares, Ouais. non, je crois pas. Par contre, James Joyce avait la correspondance la plus cochonne de l'histoire de la littérature. Je sais pas si t'as déjà lu ces trucs, c'est sur le fait d'aimer les P de sa maîtresse, de sa femme. Et il dit tes petits P. Il fait toute une prose sur les P de sa femme. Même les liaisons dangereuses qui se passent beaucoup plus tôt, c'est culte pour moi, clairement, c'est coquin. Je comprends ton argument, mais on comprend bien quand même, vu les circonstances, que déjà c'est en Angleterre, donc ils sont beaucoup plus coincés, et qu'il y a quand même un truc de codification entre les deux où il fait pas du tout partie de la même classe, ils n'ont pas établi justement, il y a une grosse gêne entre eux, donc il va pas, et que lui c'est un gentil garçon, que quand il lui dit qu'il veut faire médecine et elle lui dit c'est plein d'années d'études, il lui dit mais je vais rembourser ton père, enfin on sent qu'il est beaucoup dans la justification, il franchira jamais une ligne comme ça quoi. Pour moi, c'était pas du tout quelque chose d'évident au premier visionnage, surtout que je trouvais que les personnages, en les découvrant pour la première fois, n'étaient pas particulièrement développés. Et je pensais qu'il y avait déjà une tension sexuelle extrêmement puissante entre eux depuis des années. C'est un peu ce que j'avais compris au début du film. Donc je me suis dit, peut-être qu'ils ont déjà même eu des conversations un peu sans qu'il se soit jamais rien produit, mais qu'ils savent un petit peu qu'ils ont une attirance mutuelle et que donc là, il va franchir le pas d'une manière très osée, mais why not, quoi. D'ailleurs, Cecilia, quand elle reçoit la lettre, a l'air assez contente. Elle a bien aimé quand même. C'est clair. Mais c'était pas mal. Mais en tout cas, le fait de pas comprendre ce petit développement t'a un peu perturbé. C'est juste... Attends, on va du coup, j'ai raté un élément crucial de l'intrigue, visiblement, encore une fois. Oui, mais...
Comme pour tous les films que tu me montres, en fait. C'est quoi les autres films que t'as... Bah, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc où t'es là, t'as compris ce qui se passe? Et je suis là, non. Enfin, il est censé se passer quelque chose d'important. You're sweet, quand même. Ouais, voilà. Ouais, ok, d'accord, ensuite. Voilà. Il dit pas juste je veux t'embrasser le minou, je veux t'embrasser ton doux minou. Ouais. Sweet and wet, il dit. Non mais vraiment, tu penses vraiment qu'il allait lui envoyer cette lettre? Mais j'en sais rien, moi. YOLO, hein. Ce quiproquo mène directement à la scène culte de ce film. Enfin bon, il y en a qui vont dire que c'est la plage à Dunkerque, la scène culte. Moi, je dis que c'est la scène de bibliothèque, très clairement. C'est-à-dire que Cecilia accueille Robbie parce qu'il est venu en fait pour dîner dans la maison familiale et c'est elle qui ouvre la porte. Elle vient de lire la lettre. It was a mistake. Bryony read it. God, I'm so sorry. It was the wrong version. Yes. It was never meant to be read. No. Il s'excuse immédiatement, lui dit qu'elle n'était pas faite pour être lue et elle l'emmène dans la bibliothèque. Ben, visiblement, elle a beaucoup aimé cette prose de Robbie puisque ils se chauffent dans la bibliothèque. Bon, ils font plus que se chauffer, hein, Ils couchent ensemble dans la bibliothèque. Mais ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, on voit la scène du point de vue de Briony avant de la voir du point de vue des deux protagonistes romantiques. On la voit de manière un petit peu perturbante. C'est-à-dire que quand on les découvre dans la bibliothèque, bon, déjà, il y a une anticipation, c'est-à-dire que Briony avance très lentement dans le vestibule. On sent qu'elle a un peu peur de ce qu'elle va découvrir dans la bibliothèque, donc ça fait quasiment film d'horreur. Ou, en tout cas, c'est une scène qui est un petit peu angoissante. Et elle arrive et on voit de loin Robbie qui tient les poignets de Cecilia et qui est plaqué contre elle et qui la plaque contre la bibliothèque, mais ils sont pas en train de coucher ensemble, ils sont immobiles. Et donc on a juste l'impression, un peu comme s'ils étaient figés ou que, je sais pas, comme si c'était des insectes en fait, un peu comme quand tu vas aux toilettes et qu'il y a une araignée et qu'elle ne bouge pas. Et tu sais que dès que tu vas détourner le regard, elle va commencer à bouger, mais là, ils sont totalement immobiles. Oui, la scène fait un peu film d'horreur et d'ailleurs quand on découvre ce moment de l'araignée contre le mur, ça t'a fait réagir aussi. Oh. Wow. Celia. Je trouve que c'est très réussi en fait, cette scène-là, encore plus que celle où elle l'observe par la fenêtre, parce qu'on est vraiment dans sa perspective à elle. On voit tout ce qui peut être perturbant dans cette scène pour une enfant, qui ne comprend pas encore les notions de sexualité, etc., de désir. Parce que c'est une scène qui est très inquiétante. Alors que celle de La Fontaine, c'est plus un peu... désarçonnant, tu comprends pas ce qui se passe. Exactement. Et là, même l'éclairage, la lumière, on voit la robe verte qui est très graphique au milieu de la bibliothèque, qui est très sombre, tout ça. Mais on a l'impression d'assister à une agression. Et donc, c'est assez... perturbant. Et surtout qu'elle vient de lire la lettre où il y avait un mot interdit et elle sait que ce mot est interdit et elle sait que ce mot est considéré comme violent, quoi. Et en ce qui concerne Briony, que vous l'aurez compris, je ne l'ai pas beaucoup aimé, mais je trouve que c'est la scène la plus réussie et c'est la scène qui me permet le plus d'avoir de l'empathie envers elle et de comprendre vraiment ce qu'une enfant de cet âge-là peut penser et ressentir en voyant sa grande sœur qu'elle idolâtre et le mec sur qui elle a un crush démesuré depuis qu'elle est toute petite dans une position qui paraît violente et déplacée. Et ensuite, quand on revoit la scène de leur point de vue à eux, on voit tout l'acte qui a précédé, où donc ils couchent ensemble, et ils s'interrompent quand ils réalisent que Briony est derrière eux, et donc ils sont un petit peu gênés, ils ne bougent plus. Et après, il y a un petit retrait de pénis. Oui, tout à fait. Voilà. Mais donc ils s'avouent leurs sentiments aussi. Enfin, ils s'avouent. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Non, c'est-à-dire qu'avant de coucher ensemble, elle lui dit qu'il l'avait compris avant elle et que ça fait des semaines que ça dure, que c'est latent entre eux et tout ça, et que à un moment c'est très drôle, ils sont en train de coucher ensemble et ils s'interrompent un peu, mais pour se dire qu'ils s'aiment. Et ça t'a un peu frustré. Tu acquiesces. Very nice. Bébé. Ne t'arrête pas en si bon chemin.
T'en as pensé quoi de cette scène de sexe ? Je n'ai pas de notes. Elle est très bien. Et il y a, tu le disais, un élément qui est devenu iconique, c'est la robe que porte Keira Knightley, qui est une robe verte. C'est une robe qui semble être en satin ou dans une manière assez satinée, la soie, quelque chose comme ça, qui est d'un vert assez éclatant. Vert pomme ? Émeraude. Ouais. Voilà, on voit qui s'intéresse à la mode et qui n'y connaît rien. Vert pomme, c'est beaucoup plus clair quand même. Voilà, donc c'est une robe vert pomme en satin. Donc c'est une robe vert émeraude en soie. Voilà, mais qui est sublime. Déjà, la couleur est extrêmement marquante, justement dans un univers qui est plutôt pastel, dans ses décors un petit peu anglais, tout ça. Là, c'est visuellement, en fait, on ne voit qu'elle. Donc forcément, ça attire tout de suite l'attention sur son personnage. En fait, elle a une fente au milieu des jambes qui remonte quasiment jusqu'à sa sweet cunt. Donc, c'est aussi une robe qui est très suggestive. Elle a un dos nu aussi. Voilà, qui a un dos nu, qui est décolleté, qui est fendu au milieu, au niveau des jambes, et qui est très près du corps. Keira Knightley est absolument sublime dedans. Et c'est vrai que c'est un costume qui est très mémorable, un costume de film très mémorable. Et c'est souvent comme ça que les costumes atteignent la postérité après. C'est parce qu'on s'en souvient très bien. Mais j'avais tellement entendu parler de cette robe avant de voir le film. C'était même une de mes principales motivations pour le voir. C'est que je voulais comprendre pourquoi tout le monde parlait de la robe verte. Qu'est-ce qui fait de cette robe une tenue de film culte ? Ce qui fait de cette robe une tenue culte, c'est juste qu'elle est magnifique. Et qu'elle est liée à une scène qui est justement une scène assez emblématique de romantisme et de désir. C'est tout ce que tu as décrit, en fait. C'est le côté extrêmement flatteur pour Keira Knightley. Ce qui est intéressant avec cette robe, en fait, c'est qu'elle reprend les codes. C'est Jacqueline Durand, en fait, qui a fait la robe. Elle a été nommée aux Oscars pour cette robe. Et je crois qu'elle a eu plus tard avec Joe Wright aussi pour Anna Karenine. Et Joe Wright lui avait demandé de se focaliser sur 3 critères. Le fait que la robe doive être légère, parce qu'on est aussi dans une canicule et elle flotte un peu la robe, elle est très éthérée, quoi. Qu'elle soit longue et qu'elle soit dans cette nuance de vert. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la première moitié est vraiment marquée par le vert. Et c'est vrai que celui-là est beaucoup plus vif que les autres, mais ça s'inscrit vraiment dans ce cadre-là de la verdure anglaise et tout ça. Et donc, à la base, c'est une robe en soie blanche qu'elle a dessinée et ils l'ont teinte en vert émeraude. Et apparemment, il a fallu pas mal de temps pour définir la bonne couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça reprend donc les codes des années 30, mais en les modernisant. Parce que, par exemple, un dos nu, pareil, dans les années 30, c'est inimaginable. Mais ils ont pris le parti de la moderniser. Et ils se sont pas mal inspirés aussi des dessins, par exemple, de l'époque de Coco Chanel. Ce qui est intéressant parce que Keira Knightley est une égérie Chanel depuis des années. Et d'ailleurs, il y a une scène, au moment où elle se prépare avec la robe et où on la voit dans le reflet du miroir en train de se maquiller et tout ça. Moi, c'est un peu le seul bémol que j'ai sur cette première partie au niveau visuel. J'ai l'impression que c'est une pub de parfum, cette scène. Et c'est peut-être sûrement aussi parce que Joe Wright a réalisé une pub pour Coco Mademoiselle avec Keira Knightley. Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. Voilà. Ouais. Moi, j'associais, en fait, Joe Wright surtout à cet univers-là et je pense que c'est ça qui m'a un peu détournée de ces films. C'est ça. Et en fait, du coup, le moment où elle est en train de se préparer me rappelle un peu trop ça et je trouve que ça me sort un peu de cet univers parce que c'est un peu trop, justement, pub de parfum. Mais donc, le design de cette robe est évocateur de Coco Chanel. Et c'est vrai que Keira Knightley, elle est faite pour porter ce genre de tenue. C'est-à-dire qu'elle est bâtie, elle a un côté très aristocratique, avec un port de tête et tout ça, qui fait qu'elle est magnifique dans cette robe. Et c'est ça qui a marqué les gens, c'est que toutes les filles, comme elle est modernisée la robe, on peut toutes s'imaginer porter un truc pareil et se dire « Waouh, c'est magnifique, c'est la plus belle robe, tu la verrais sur un tapis rouge, tu serais émerveillée ». Mais c'est dans un film et c'est situé dans l'époque et elle a jamais été aussi belle, quoi. C'est vraiment pour ça qu'elle a marqué les esprits. Et elle est extrêmement pratique pour niquer. Exactement. Oui. Après cette scène de sexe, il va y avoir un événement où il y avait des enfants qui étaient accueillis dans la famille et dont une paire de jumeaux qui va décider de s'enfuir au milieu de la nuit. Et alors qu'il les recherche tous, la grande sœur de ces jumeaux va être agressée sexuellement par un homme. On comprend, nous, très vite qui c'est. C'était un autre invité. Mais c'est Robbie qui va être accusé par Briony, qui a surpris la scène et qui affirme l'avoir vue, alors que très clairement, c'est pas lui qu'elle a vu, mais elle a tellement monté son imagination que voilà. You saw him then? Yes, I saw him. Just as you see me? I know it was him.
You know it was him? Or you saw him? Yes. I did. I saw him. With your own eyes? Yes. I saw him. I saw him with my own eyes. Donc il va être accusé à tort. Oui, parce qu'on n'a pas précisé que assez tôt dans le film, il y a ce personnage d'invité un peu aristo qui arrive, qui est joué par Benedict Cumberbatch et qui est assez antipathique dès le départ. On va entendre ton petit surnom pour lui. C'est ça en fait l'histoire d'amour dans. Je fais ça. Benedict Cumberbatch. Oui, puisqu'il y a une scène où il commence à flirter avec cette petite fille. Oui, c'est une ado, ouais. Elle a 14 ans sûrement. Ouais. Qui est jouée par Juno Temple. Et tout de suite, je t'ai dit, attends, mais est-ce que c'est un film où il y a de la pédophilie? Et tu m'as regardé un peu en mode, désolée. En fait, ça plante tout de suite une graine quand même où tu comprends qu'il y a une histoire de malveillance sexuelle quelque part dans le film. Et donc, quand Robbie transmet sa lettre à Saoirse Ronan, moi, j'avais pas intégré qu'il s'était trompé de lettre. Par contre, tout de suite, je me suis dit, il va y avoir une accusation à tort. Et c'est Benedict Cumberbatch qui est genre le vrai problème et le vrai prédateur sexuel de ce film, mais c'est Robbie qui va être accusé. Et donc, effectivement, c'est assez violent, la scène à laquelle on assiste, qui est très rapide et, encore une fois, qui est vue du point de vue de la jeune fille, de Briony. Mais donc, nous, on voit le personnage de Benedict Cumberbatch violer ou agresser sexuellement celui de Juno Temple dans le parc de la résidence. Et donc, c'est ça qui va faire basculer totalement la vie de Robbie et celle de Cecilia aussi, puisqu'il va être accusé à tort, il va être envoyé en prison. Et pour sortir de prison, il va s'engager dans l'armée au moment du début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est comme ça qu'il se retrouve en France. Et c'est ça qui lance, en fait, le début de la deuxième partie, qui est vraiment centrée donc sur l'après ce moment et la façon dont ça a déchiré la vie de tous. C'est-à-dire que Cecilia a coupé les ponts complètement avec sa famille. Elle et Robbie communiquent par lettres régulièrement, mais ne vont se revoir qu'une seule fois autour d'une tasse de thé. Ça leur a un peu gâché la vie quand même, quoi. Plus à eux qu'à elle, quand même, hein. Briony. Oui, bien sûr. Mais après, je suis totalement d'accord, évidemment. Mais vivre avec cette culpabilité toute ta vie, ça doit pas être oui, facile. Bien sûr, bien sûr. Vraiment avoir ça sur la conscience. Et le fait que à la fin, ce soit justement son dernier acte, ce soit d'écrire le livre qu'elle a toujours voulu écrire à ce sujet pour expier, ça veut dire quelque chose, quoi. Alors qu'elle va mourir. Et on comprend un peu aussi qu'elle a eu une vie assez solitaire. Toute la première partie de la deuxième partie, c'est Robbie, soldat, qui est en France et qui, au moment, en fait, c'est pas le débarquement de Dunkerque, c'est l'embarquement de Dunkerque. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est représenté dans le film Dunkerque de Christopher Nolan, sauf que là, c'est juste une scène, mais c'est l'évacuation. L'évacuation de Dunkerque. Voilà, l'attente de l'évacuation de la plage de Dunkerque, où du coup, il y a énormément de soldats qui sont sur cette plage, qui sont tous dans un état de désespoir assez prononcé et qui attendent que quelqu'un vienne les chercher. Et c'est à ce moment-là que Robbie et ses potes soldats arrivent sur la plage. Exactement. Et en fait, ce qui est assez remarquable dans cette scène, et c'est pour ça qu'elle est mémorable aussi et qu'on en a beaucoup parlé, c'est que c'est un plan séquence de 5 minutes et 10 secondes, je crois. Donc, c'est un seul plan qui suit Robbie tout autour de la plage. Et donc, on découvre un peu la situation sur la plage de Dunkerque avec l'attente de ces soldats à travers lui et à travers ce plan séquence. J'ai vu que cette scène t'avait beaucoup ému. On va l'entendre. Tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je sais pas, c'est beau. Alors pourquoi t'as pleuré? Je sais pas, c'est beau. C'est un peu comme la scène de danse dans Orgueil et Préjugés, mais à un niveau encore plus élevé ou plus mémorable, je pense. C'est vraiment la scène de bravoure du film, en fait, en termes de réalisation. Je pense que c'est la scène à Oscar. Enfin, c'est celle qui a fait que... Ils ont été nommés aussi pour meilleure photographie aussi. Ouais. Voilà, et meilleur film, j'ai vu. Ouais. Et oui, en fait, c'est la scène qui nous fait prêter attention à la réalisation aussi beaucoup plus, parce que les plans séquences, c'est toujours comme ça que ça se produit. Au début, on se rend pas forcément compte. Et puis, plus le temps passe sans qu'il y ait de coupe, plus on se dit, oh là là, mais ça dure vraiment longtemps. C'est des scènes qui sont impressionnantes d'un point de vue technique, surtout avec énormément de foule, puisque ça nécessite en fait une chorégraphie qui soit hyper précise. On peut pas se planter parce que sinon, il faut repartir de tout le début et tout refaire. Donc, il faut que les mouvements soient extrêmement précis, que tout le monde soit à la bonne place, etc. Il y a plein d'éléments à gérer dans un plan séquence qui sont compliqués. Donc, forcément, c'est impressionnant. Mais en plus, c'est aussi
juste très beau, c'est-à-dire que la musique du film est très belle. Et là, ça fonctionne. Là, ils ont eu un Oscar pour la musique du film. Ouais, voilà. Et on l'a entendu dans d'autres extraits. Il y a un jeu avec la machine à écrire qui est pas mal dans la musique, mais là, c'est aussi vraiment un morceau qui est magnifique. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'on ressent le désespoir des soldats. Il y a quand même un des premiers trucs qu'on voit dans la scène, c'est les chevaux qui sont en train d'être exécutés par les soldats sur la plage, donc c'est quand même assez sombre. On voit des navires échoués avec des voiles déchirées, etc. C'est très très triste et en même temps on voit aussi des soldats qui sont en train de jouer à un manège. On voit un groupe de soldats qui sont en train de chanter et donc c'est un peu la juxtaposition de l'horreur de ce moment qui a aussi été exploré dans Dunkerque et d'une espèce de folie, du désespoir qui est très très touchante et surtout pour l'armée. Enfin, de voir en fait une espèce de perte totale de contrôle pour des soldats, c'est très touchant. Cette perte de contrôle, elle s'expliquait historiquement parce qu'ils n'avaient pas accès à de l'eau. Et du coup, ils se sont rabattus sur du vin. Et donc, ils étaient assez bourrés, apparemment. Et c'est ce que montre aussi le film, parce que lui-même a soif et cherche de l'eau partout. Mais pour la petite histoire, donc ce plan séquence, ils l'ont fait un peu par nécessité, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire un tournage sur plusieurs jours avec autant de figurants. Ils avaient assez de moyens juste pour une journée ou deux. Et donc, il a décidé de le faire en plan séquence plutôt qu'avoir plusieurs scènes. C'est vrai que ça fonctionne très bien. Souvent, c'est de la nécessité que naît le génie, quoi. Et ça a été répété pendant toute la matinée. Et en gros, le directeur de la photographie, c'est Seamus McGarvey. Et l'opérateur de la Steadicam, c'est Peter Robertson. Et ils ont dû répéter. Et il y a eu 3 prises. Et c'est la 3e prise qui a été retenue. Et en fait, ils ne pouvaient pas en faire une 4e, tellement la caméra était lourde et tellement c'était difficile, en fait, de réaliser ce plan à nouveau parce qu'il avait déjà répété plusieurs fois dans la journée et qu'à la 3e, il n'en pouvait déjà plus, quoi. Ouais, sur le décor de la plage en plus. C'est ça, sur le sable et tout ça. C'est comme dans Casablanca où je pleure quand les gens chantent la Marseillaise. Enfin, il y a un truc, pourtant je suis pas particulièrement patriote, mais... Oui, mais la chorale, c'est assez émouvant. Il y a une chorale de soldats. Voilà, en fait, c'est vraiment l'ordre et le désordre qui se côtoient et je pense que ça fonctionne aussi très bien parce que, comme on le disait, il y a eu cette espèce d'extase, d'essence dans la première partie et Robbie essaye de revenir à ça. Reviens-moi. Il essaye de revenir à Cecilia, de retrouver ça et nous, on espère qu'une chose, c'est qu'il y arrive. Et en fait, quelle est la meilleure manière de montrer cette espèce de manque en fait romantique que le désespoir de tous ces gens qui attendent et qui sont bloqués, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et lui, c'est pareil, en fait, il veut rentrer chez lui auprès de Cecilia, il n'y arrive pas, donc c'est une métaphore qui fonctionne hyper bien. Vraiment, il y a quand même un brio au niveau de la réalisation qui est très clair. Et d'ailleurs, tu as eu une remarque qui était intéressante pendant le film, on va l'entendre. Je réalise mes propres préjugés, quoi, parce que vu que je l'associais à des trucs très genre film d'époque romantique, j'imaginais pas du tout qu'il y avait un tel brio en termes de réalisation. Et Orgueil et Préjugés, c'est pareil, c'est hyper bien réalisé, quoi. En un plan, il raconte un des trucs les plus mémorables du film et il raconte ce que Christopher Nolan raconte en 2 heures. C'est-à-dire que, c'est exactement la même histoire. Donc c'est très impressionnant. En étant confrontée à ces films et à quel point je les ai aimés quand tu me les as montrés, je suis obligée d'admettre que déjà je connaissais pas bien Joe Wright. Et que, je dois reconnaître qu'il réalise très bien, ce monsieur. Après ce passage, justement, au cœur de l'armée, on retrouve Briony, qui maintenant est infirmière, qui fait sa repentance. Et tu voulais qu'elle se repente, mais alors vraiment, quoi. Repens-toi. Repens-toi. Connasse. Vas-y, repens-toi encore. Tu peux continuer. T'as pas fini. Je suis la Shame Nun de Game of Thrones. Ding, ding, ding. Robbie, il est mort et elle est toujours là. Je suis pas contente. Pour toi, son axe de rédemption n'a pas trop fonctionné, donc? Non. Vraiment pas? Pas du tout. J'aurais aimé qu'il y ait encore plus de scènes qui me permettent de vraiment comprendre son innocence en tant qu'enfant et vraiment le fait que... Je pense pas qu'elle soit complètement innocente en vrai en tant qu'enfant, parce qu'elle est un peu guidée aussi par sa jalousie, comme t'as dit, et par son côté complètement fantasque. Elle est un peu trop jeune pour tout comprendre et en même temps un peu trop vieille pour ne pas du tout comprendre qu'elle est en train de mentir. Alors c'est marrant parce que tu l'as mentionné plusieurs fois, mais pour moi le côté elle a de l'imagination, ça rentre pas du tout en compte dans cette histoire. Alors bon, après c'est peut-être parce que j'ai vu le film plein de fois et parce que aussi j'ai lu le début du livre et tout, mais par exemple le fait qu'elle ait écrit une pièce de théâtre,
Non, puis il y a une scène où elle plonge pour être sauvée par Robbie aussi. C'est un flashback que Robbie a et elle lui promet d'être toujours reconnaissante ou des choses comme ça. Elle s'imagine des histoires. Et donc, quand elle voit les scènes entre Robbie et sa sœur, une autre enfant qui aurait moins d'imagination, qui serait moins dans une espèce de monde complètement fabriqué, aurait une imagination moins galopante aussi sur ces scènes aussi. Alors que là, tout de suite, elle se dit que c'est un prédateur sexuel, qui va être dangereux. Enfin, elle le transforme, alors que c'était son héros, elle le transforme en vilain, en méchant, tu vois. Et du coup, elle manque totalement de nuances. Et c'est certes le fait qu'elle soit jeune, mais c'est aussi le fait qu'elle vit dans un univers qui est peuplé de chevaliers et de demoiselles en détresse, quoi. Je comprends intellectuellement tout ce qui a mené à cet acte-là, mais j'aurais aimé avoir plus de sympathie pour elle. Et j'en ai vraiment pas du tout. Son axe de rédemption se poursuit jusqu'à la dernière scène, parce qu'on ne sait pas exactement si Robbie et Cecilia ont survécu ou pas. Et en fait, il y a une scène où on voit Briony présenter ses excuses aux deux, et ils vivent ensemble à ce moment-là. I'm very, very sorry for the terrible distress that I've caused. I'm very, very sorry. Just do as we've asked of you. Write it all down, just the truth, no rhymes. No embellishments, no adjectives. And then leave us be. I will, I promise. Mais en fait, dans la dernière scène, c'est Vanessa Redgrave, dame Vanessa Redgrave, puisque apparemment les anoblissements sont très importants maintenant dans ce podcast, qui joue... Si tu les mérites. Bah, elle le mérite, je pense. Elle joue Briony à l'âge avancé, alors qu'elle est mourante, elle a un cancer, et elle est devenue une autrice à succès, et elle présente son dernier livre. Et son dernier livre raconte cette histoire. Elle raconte l'histoire d'une petite fille qui ne comprend pas, mais en même temps comprend un peu, et qui va accuser à tort quelqu'un, et elle raconte comment ça a ruiné la vie de ces gens. Mais en fait, ce qu'on découvre, c'est que la scène qu'on vient de voir où elle va s'excuser, c'est une scène qui est tirée de son livre, qui n'a jamais vraiment eu lieu, et qu'elle a imaginé pour déjà avoir l'opportunité elle-même de présenter ses excuses et d'essayer de réparer les choses, mais aussi pour donner une fin heureuse à Robbie et à Cecilia, puisqu'en fait, dans la réalité, Robbie est mort à Dunkerque d'une septicémie et Cecilia est morte dans l'inondation d'une station de métro de Londres qui a été bombardée pendant la guerre. Robbie Turner died of septicemia at Bray Dunes on June 1st, 1940. The last day of the evacuation. And I was never able to put things right with my sister Cecilia, because she was killed on the 15th of October 1940 by the bomb that destroyed the gas and water mains above Balham Tube Station. Donc c'est assez émouvant. Enfin, moi, je pleure à la fin de ce film à chaque fois parce qu'il y a ce côté, justement, la rédemption, pour le coup, m'émeut parce que l'idée d'une vieille femme qui essaie de réparer ça à l'approche de sa mort, je trouve ça très émouvant. Et puis leur destin à eux est assez déchirant aussi parce qu'ils n'ont jamais pu, en fait, vivre de moments heureux en dehors de ce moment dans la bibliothèque et après de la tasse de thé qu'ils ont partagée 4 ans plus tard, quoi. T'as pensé quoi, toi, de cette fin ? Moi aussi, je trouve que leur destin à eux est très émouvant. Par contre, la rédemption de Briony... Ouais, j'en ai rien à foutre. Elle mérite pas. Je lui pardonnerai jamais. Putain, la loi du talion, Anaïs. Anaïs, c'est un personnage de l'Ancien Testament, quoi. J'étais très émue par le destin de Robbie et Cecilia. Et surtout, j'ai été surprise par le fait que Cecilia aussi soit morte. C'était un petit peu le... Oui, parce que tu t'y attends pas, celle-là. Voilà, c'était un peu la double claque dans ta tronche parce que... Robbie, t'as un doute, en fait, parce que quand tu le vois à Dunkerque, tu vois qu'il est quand même... Oui, moi, Robbie, j'ai jamais vraiment cru qu'il allait revenir. Ouais. Quand tu vois l'état dans lequel il est, tu te dis... les rats sont déjà en train de faire la queue pour savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir... manger un petit bout. Mais quand on découvre que Cecilia est morte aussi, là, j'avoue que c'est vraiment difficile. Parce que le fait que les deux soient morts en même temps, enfin, c'est vraiment violent. Ouais, c'est tragique, quoi. Ouais, c'est très, très dur. Et donc ça, oui, ça m'a émue et surprise. Et Vanessa Redgrave, non, tant pis pour elle. Elle a toujours la même coupe de cheveux, donc on n'est toujours pas... C'est clair. C'est toujours difficile de l'aimer. Mais vraiment, avoir le poids sur la conscience de la mort de ta sœur et de la mort de... Enfin, je pense qu'elle a payé, quoi, tu vois. Oui, je pense aussi, mais je pense quand même qu'elle a vécu toute sa vie, alors que Cecilia et Robbie, non. Donc, elle a eu plus de vie.
Oui, mais enfin bon, ça c'est une différence de philosophie parce que je pense que ton objectif, toi, c'est d'avoir le plus de vie possible. Oui. Alors que moi, je pense un peu que si tu passes toute ta vie dans une culpabilité et dans un remords total, c'est pas une belle vie à mener, quoi. Oui, mais je pense aussi que, honnêtement, en ayant vu le film qu'une seule fois, c'est pas des choses qui étaient suffisamment développées pour moi. C'est-à-dire que on voit pas l'évolution de Briony vraiment. On la voit à 3 moments clés de sa vie. Quand elle est infirmière et qu'elle ramasse le crâne de Jérémy Régnier. Et ensuite, quand elle est adulte. Mais du coup, je vois pas vraiment son remords au fil des années. Et sa relation avec sa sœur, je trouve qu'on la voit assez peu aussi. Ou l'affection... Mais en fait, j'ai oublié à plusieurs moments du film que c'était sa sœur. Moi, ce que je vois, et je pense que je le vois à travers sa coupe de cheveux aussi, honnêtement, c'est une profonde solitude. Et je trouve qu'on le voit vraiment... Non, mais... C'était aussi, t'avais la même quand C'est ça, j'ai eu la même au collège. J'ai eu la même au collège. Non, j'avais une frange en plus, c'était pire. Vraiment, il y a un truc quand même où on sent dans les années d'infirmière qu'elle est très solitaire. Elle remue vachement ce qui s'est passé, qu'elle commence déjà à écrire dessus. On sent dans le moment, avec la scène avec Jérémy Régnier, il lui dit qu'il l'aime et on sent qu'elle est touchée parce qu'on sent qu'elle a besoin d'amour et qu'elle aimerait bien, mais qu'en même temps, tu sens qu'elle est très seule, quoi. Et je pense qu'à l'âge adulte, tu le vois aussi quand elle est vieille. Parce que la dernière scène, c'est pas elle entourée de sa famille, en fait. C'est elle seule en train d'annoncer qu'elle va mourir et qu'elle a décidé d'écrire ce dernier livre parce que c'est ça qui la hante depuis son enfance. Et tu te dis, faire une erreur horrible et majeure, mais à 12 ans et à 86 ans, te retrouver toujours à vivre cette erreur et à la regretter profondément, c'est une vie horrible, quoi. C'est tragique. Anaïs, elle s'est bien méritée. Ouais, enfin vraiment, je ne ressens aucune émotion pour elle. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'avec Jérémy Régnier, enfin, j'étais là, mais il la connaît, pourquoi il lui dit qu'il l'aime? Mais non, parce qu'il hallucine, il a une partie du cerveau qui lui manque, j'en ai marre. Je sais, mais... Pour resituer juste, c'est un soldat français, enfin belge en l'occurrence, mais qui est censé être français, qui est soigné dans l'hôpital à Londres où travaille Briony, et on lui demande, parce qu'elle parle le français, horrible, de l'accompagner pour ses derniers instants. Et à un moment, elle lui change son bandage autour de la tête et on découvre en fait son cerveau à nu. C'est horrible. Non, mais c'est pire que ça. C'est qu'il lui dit, est-ce que vous pouvez desserrer mon bandage? Et donc, elle le fait. Et en fait, quand elle soulève... J'ai envie de vomir, rien qu'en y pensant. Elle soulève le morceau de pansement. Et là, ça fait ploc. Et son crâne tombe de sa tête. Et elle le ramasse. Et elle lui remet. Mais non, elle ramasse le bandage. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un morceau, c'est pas un puzzle, mais elle raconte n'importe quoi. C'est juste le bandage qui tombe. Ah bon? Oui. C'est quoi? Il a perdu son cerveau. Oh. Il a perdu son crâne, son cerveau est bien là. C'est dégueulasse. Vous avez entendu le petit... C'est horrible. Je veux dire, en moyenne section, j'avais eu un diplôme Madame je sais tout. Visiblement, ça n'est... C'est clair, putain. Il a perdu son crâne. Attention, c'est mon côté Hermione Granger. L'autre fait remarquable de ce film, c'est qu'il y a un casting assez blindé. Il y a donc Benedict Cumberbatch. Il y a donc Juno Temple, tu l'as dit, qui est très jeune dans le film. Il y a toutes les Saoirse Ronan, celles qui jouent Briony. Il y a aussi Alfie Allen, qui a joué Theon Greyjoy dans Game of Thrones. Et il y a Harriet Walker qui est dans plein de films anglais. Tu as été assez marqué par ça, je pense, et tu as eu une réflexion assez amusante. Eh ben, tout le monde dans ce film. C'est petit l'Angleterre quand même. Hein. C'est clair. Bon, Anaïs, sur ton électrocardiogramme, on est où avec ce film-là? Bon, je pense qu'on est bien à 8,5, 9. Ah! Ouais, je pense que c'est le plus romantique de ceux que tu m'as montré. C'est-à-dire que, on l'a dit, la structure est hyper classique, mais de manière très plaisante. Et il y a une tragédie qui me parle plus que les rom-coms que tu m'as montrés. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir Atonement, Reviens-moi en français, le film est disponible en streaming sur Canal+ et à la location sur Prime Video. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Anaïs va me faire découvrir The Conjuring.
que vous pouvez trouver sur Amazon Prime Video. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps, je sais pas si The Conjuring et Atonement c'était classique. D'accord, ok. En même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et on les aime beaucoup. Enfin, ça dépend des commentaires, mais en général, on les aime beaucoup. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. C'est sur quelle plateforme ? C'est sur Amazon Prime Video. Tu l'as crié. C'est sur Amazon Prime Video. Tu peux pas le dire normalement. Et comme on nous a dit qu'il fallait qu'on arrête de faire du franglais, maintenant on va faire du franco-espagnol. Ah non. Buenas tardes. T'es hyper saoulée quand j'essaye de deviner des trucs. Mais non, je suis pas Tout le saoulée. temps, ah, tu verras. Mais toi, tu fais pareil quand on regarde les films. Hein. Ouais, mais moi j'ai raison. Et l'autre truc, Anaïs comprend rien bis, c'est un autre moment, mais je sais plus à quel moment c'est. On a beaucoup d'extraits de moi qui comprend rien. C'est ça.